Bonjour à tous, merci de participer à ce nouvel épisode de l'Écho des achats. Aujourd'hui, nous allons parler d'achats groupés, de termes de paiement, de l'empreinte carbone, du TCO d'un salarié versus un freelance et des dernières fiches de négociation, Madagascar et l'Inde. Donc le premier sujet que je voulais aborder, c'est les achats groupés. Alors je sais que c'est un sujet qui revient régulièrement, mais je suis retombé sur un article qui a été publié récemment. Et je me pose toujours la question aujourd'hui sur les raisons pour lesquelles les entreprises, notamment les grandes entreprises, ne se groupent pas pour lancer des appels d'offres sur les achats groupés. Il y a, à mon avis, beaucoup de catégories d'achats qui n'ont pas d'intérêt stratégique, confidentiel ou autre pour ne pas se lancer ensemble sur un achat. Je pense notamment, par exemple, à la flotte automobile, donc tout ce qui est location de flotte automobile. Ça peut être également les fournitures de bureaux, l'intérim. De manière générale, les achats indirects, souvent, peuvent être mutualisés et groupés avec d'autres acheteurs avec qui vous parlez régulièrement. Ça peut être vos amis directs, ça peut être des collègues, ça peut être à travers des associations d'achat qui mettraient en relation finalement les différents besoins de chacun. Et comme ça permet en fait à un groupe d'acheteurs d'attaquer un marché spécifique pour faire de l'achat groupé, en faire profiter l'ensemble du groupement et les autres acheteurs qui, eux, du coup, n'auraient pas à gérer cet appel d'offres, pourraient en parallèle gérer les autres appels d'offres. Imaginez le gain en productivité que l'on peut avoir et tous les autres gains. Les gains classiques, c'est l'achat en volume pour bénéficier de prix avantageux. C'est la possibilité donc de négocier de meilleurs prix avec les fournisseurs, d'améliorer la relation fournisseur puisqu'on a un point de contact pour plusieurs entreprises. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle un fournisseur va accepter de faire des prix plus bas, c'est parce que ça va lui simplifier la vie. Plutôt que de répondre à 15 appels d'offres différents, il va répondre à un seul appel d'offres et être sélectionné pour tous. Un seul point de contact, une seule négociation, parfois même un seul centre de facturation. Ça pourrait être un peu plus compliqué. Mais je trouve que ce sujet n'est pas assez valorisé. Je sais qu'il y a des initiatives parfois, mais on ne le retrouve pas assez. Et alors, je ne parle même pas de la partie achat public, qui ont des directions achats dans toute la France, dans tout un tas d'institutions publiques et qui, de la même manière, font les mêmes appels d'offres sur les mêmes fournisseurs, les mêmes catégories d'achat au niveau national, de multiples fois dans l'année, alors il pourrait y avoir une seule direction des achats pour la grande majorité des institutions publiques. Ils font un appel d'offres pour 1 an, 2 ans, 3 ans, et ensuite ils en font bénéficier tout le monde. Du coup, les autres acheteurs qui ne participent pas directement à cet appel d'offres vont pouvoir se focaliser peut-être sur des appels d'offres locaux, sur lesquels on a besoin de sélectionner des fournisseurs locaux et faire effectivement favoriser un tissu économique local. Un autre sujet d'actualité que j'ai vu partager ces derniers jours, c'est les délais de paiement. Les termes de paiement, on a eu la DGCCRF qui a publié, il y a quelques jours en fait, le nom et le montant des amendes données sur les entreprises qui ne respectaient pas les conditions de délai de paiement. Alors, vous voyez, je vous en ai mis quelques-uns. Il y en a toute une liste sur le site de la DGCCRF. On retrouve Veolia, Brico Dépôt, McDonald's, bien entendu. Je liste les noms les plus connus. On retrouve énormément d'entreprises, PME, qui sont inconnues du grand public, mais qui ont des amendes, vous voyez, de 200 000 euros, 1 million d'euros, 1 600 000 euros. Donc, c'est quand même pas des amendes anodines, alors que aujourd'hui, spécifiquement en pleine crise, on a besoin d'avoir des grandes entreprises qui donnent l'exemple et qui soutiennent leur tissu économique et qui soutiennent indirectement leurs fournisseurs, puisque leur fournisseur ne sera pas favorable à travailler avec tel ou tel client si celui-ci le paye mal et, en cas de coup dur, va privilégier plutôt son client qui paye correctement ou du moins avec qui il a une relation beaucoup plus pérenne et avec un meilleur équilibre. J'en ai profité pour vous mettre à droite un tableau finalement qui récapitule les délais de paiement classiques observés dans beaucoup de pays du monde. Bien entendu, ils n'y sont pas tous, mais ça vous donne un ordre d'idée par grandes zones géographiques. Alors en constant, bien entendu, que globalement, on est entre 30 et 60 jours dans beaucoup de pays, mais il y a certains pays où on monte à 90 jours sans aucun problème, voire même à 120 jours. Donc, essayez peut-être en interne de demander quelles sont les règles de conditions de paiement pour les commerciaux et regardez de votre côté au niveau fournisseur si vous arrivez à être au moins à l'équilibre, si ce n'est un peu meilleur, tout en respectant bien entendu la réglementation.
Un autre sujet, il s'agit de l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, aujourd'hui, c'est un sujet, finalement, les entreprises connaissent peu dans le détail. Bien entendu, on en a tous entendu parler, mais on n'a aucune idée, finalement, du véritable impact de l'empreinte carbone dans son entreprise. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, les grandes entreprises, plus de 500 personnes, et ça va bientôt baisser à plus de 250 personnes, vont avoir l'obligation et ont déjà en partie l'obligation de calculer leur impact carbone. L'impact carbone, généralement, on parle de 3 scopes, 1, 2, 3. Jusqu'à présent, on parlait du 1 et du 2 qui était un impact carbone, on va dire, assez global au niveau de la société, mais plutôt interne. Le scope 3 va demander à la direction des achats de calculer l'empreinte carbone, donc l'émission de carbone de vos fournisseurs. C'est-à-dire que vous allez devoir demander à vos fournisseurs, à travers un formulaire, de remplir certains critères et de calculer finalement l'impact carbone de vos achats au sein de votre entreprise. Et ce qui est très important, c'est qu'à travers ces différents scopes, 1, 2 et 3, vous allez avoir ce qu'on appelle une nouvelle assiette fiscale carbone. Et cette assiette fiscale carbone va avoir un impact direct sur les pénalités financières que vous allez devoir mettre en place dans votre entreprise. Alors, je passe aux articles à succès sur LinkedIn que j'ai publiés ces derniers jours. Il y a un sujet qui n'est pas le mien, pour le coup, c'est Pauline Brunel qui l'a partagé, je l'ai trouvé très intéressant. C'est de comparer finalement le TCO, donc le coût complet d'un salarié, versus le coût complet d'un consultant. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas parfait dans la mesure où il manque forcément des éléments d'un côté ou de l'autre, et c'est différent en plus d'une entreprise à l'autre. Ce qui est important, je trouve, à retenir là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, la différence de coût entre un salarié et un consultant n'est pas si significative qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'un consultant coûte 2 fois plus cher qu'un salarié ou vice-versa, bien entendu. Et il faut garder en compte qu'un salarié, en termes de coût global, il est extrêmement figé. Vous ne pouvez pas réduire les charges, vous ne pouvez pas réduire les impôts, vous ne pouvez pas réduire tout un tas d'obligations réglementaires, alors qu'un consultant a cette capacité. Le consultant peut très bien être facturé et ne pas se verser le salaire complet, mais plutôt réinvestir. Ce qui veut dire qu'il n'aura pas les mêmes charges sociales à payer, les mêmes impôts à payer qu'un salarié. Et ce qui donne finalement, in fine, dans certains cas, un consultant qui peut être moins cher qu'un salarié. Après, bien entendu, il y a énormément d'autres points qui rentrent en jeu, la sécurité de l'emploi, la qualité de vie, la capacité d'emprunt auprès d'une banque, en tout cas au début quand on est consultant. Au bout de 2-3 ans, en général, les banques vous accompagnent facilement. Énormément finalement de sujets qui ne sont pas financiers. Il est clair qu'un consultant a une capacité à générer de l'argent et à s'enrichir qui est démultipliée par rapport à un salarié. Alors bien entendu, à moins d'être un mauvais consultant, mais comme on serait un mauvais salarié également, et on ne pourrait pas croître, mais l'avantage du consultant, c'est que le fait de facturer, il dispose finalement de cette masse monétaire qu'il va pouvoir allouer lui-même comme lui, il l'entend, et je ne parle pas du tout de fraude, je parle vraiment d'allocation d'investissement qui lui permet de s'enrichir beaucoup plus vite qu'un salarié finalement qui va recevoir qu'un net. Sur ce net, il aura un impôt sur le revenu. Sur cet impôt sur le revenu et sur ce qui lui reste, il y aura toute la TVA à payer. Un freelance, il va pouvoir gérer le montant d'impôt qu'il arrivera à payer à la fin de l'année en fonction des dépenses. Il va pouvoir faire passer des charges professionnelles dans son entreprise, donc éviter de payer la TVA, ou du moins la déduire. Et il va pouvoir cotiser aux charges sociales qui lui semblent justes. Toutes les charges sociales, que ce soit la Sécu, je parle de la France, ou de la retraite, c'est lui qui décidera finalement à quel niveau il souhaite cotiser. Et tout le reste, il va pouvoir le réinvestir sans impôt à nouveau, sans être imposé, dans de l'immobilier ou dans du private equity, etc. Donc la capacité et le levier de s'enrichir est bien plus important. Dernier point, concernant mes fiches de négociation, comme vous le savez, j'ai un objectif d'en faire au moins 100, c'est-à-dire 100 pays avec une fiche de négociation. La semaine dernière, donc, je vous ai partagé Madagascar et l'Inde, donc qui sont des pays beaucoup plus éloignés que les précédents, qui ont une activité, alors pour le coup, en termes économiques, rien à voir. L'Inde, bien entendu, grande puissance mondiale, énormément de relations avec l'Europe, alors que Madagascar, énorme relation avec la France, très peu avec l'Europe finalement, mais avec la France, énorme relation.
et des manières de négocier qui sont assez différentes, quand bien même l'origine finalement du territoire malgache est quand même un détachement de l'Inde. Donc on a énormément d'Indiens encore, je parle d'Indiens là, qui sont venus d'Inde pour aller à Madagascar, et puis bien entendu l'origine ethnique des Malgaches qui vient il y a très longtemps des Indes. Mais pour autant, on a quand même des points de culture et de négociation qui n'ont rien à voir entre eux. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous retrouve mercredi prochain à la même heure. Merci beaucoup.